Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de 3 livres que j'ai lus au mois de décembre, donc les, entre guillemets, ma lecture 4, 5 et 6. Voilà. Le premier, je ne l'ai plus avec moi puisque je l'ai déjà rendu à la bibliothèque. Il s'agit de La femme parfaite de J.P. Delaunay, publié aux éditions Mazarine. De mémoire, il est aussi publié en poche chez Le Livre de Poche, mais je me trompe peut-être pour l'éditeur, donc à revérifier. Il s'agit d'un roman donc de J.P. Delaunay, comme je vous l'ai déjà dit. J.P. Delaunay dont je vous ai parlé il n'y a pas tellement longtemps puisque j'ai lu son roman Mensonge et j'avais également lu La fille d'avant, qui est mon préféré de lui d'ailleurs. D'ailleurs ça va crescendo parce que mon préféré c'était le premier que j'ai lu, le deuxième je l'ai bien aimé aussi mais moins. Et j'ai bien aimé aussi celui-ci mais encore un petit peu moins. La femme parfaite, c'est l'histoire d'Abby qui se réveille après 5 ans de ce qui semble être un espèce de coma. Enfin voilà. Mais en fait, elle va très vite se rendre compte qu'il n'est pas du tout question de coma et de personnes qui se réveillent, puisqu'en réalité, c'est l'intelligence artificielle créée à partir des souvenirs de. Comment il s'appelle son mari? Bah tiens, j'ai encore oublié le nom du mari. Bon, son mari est un génie de la tech et en gros, sa femme a disparu il y a 5 ans et il a créé un robot dans lequel il a implanté une intelligence artificielle créée à partir des souvenirs d'Abby, etc., etc. Donc quelqu'un, enfin, vraiment le concept d'intelligence artificielle, c'est que dans l'idée, elle se croit humaine, mais en même temps, bah, elle ne l'est pas tout à fait. Et elle va petit à petit se poser de grosses questions sur ce qui est arrivé à Abby et sur les véritables causes de sa disparition et surtout où est-ce qu'elle a disparu, puisque le fait est qu'on ne sait pas du tout où est-ce qu'elle est. Je crois que c'est l'intro la moins longue que j'ai fait de ma vie. Je viens de capter qu'on est déjà à 1 minute 35 de vidéo et j'ai pas du tout fait d'intro. J'ai juste dit update lecture, bim bam boum, je me lance. C'est beau ça, c'est beau ça. Gardons ça en tête pour les prochaines fois. C'est parce que j'ai pas envie qu'on polémique sur ma coiffure, je sais toujours pas quoi en penser, donc on verra bien. On verra bien sur le long terme. Pour l'instant, je sais pas. Je sais pas du tout. Bref, ce roman, je l'ai plutôt bien aimé, j'ai trouvé très intelligent la notion de cette intelligence artificielle qui du coup était un petit peu sa femme, mais pas tout à fait. J'ai beaucoup aimé aussi le lien de l'homme à la femme. On a vraiment un mari qui est très dominateur, qui a besoin de tout contrôler tout le temps, qui a un avis sur tout et qui considère que son avis prévaut sur celui des autres. Et c'est un schéma qu'on retrouve beaucoup chez J.P. Delaunay, puisque dans La fille d'avant, c'est pareil, le propriétaire est très très dominateur, il a une idée bien précise des choses et ça doit se passer comme c'est censé se passer, puis c'est tout. Et dans Mensonge, c'est pareil, on a un mec qui quand même est très dominateur sur la personne féminine. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment beaucoup, un schéma du coup qui se répète, mais toujours de manière hyper différente. Là en l'occurrence, on a vraiment cette figure du mari qui est très particulier. La relation qu'on va petit à petit découvrir entre lui et Abby est vraiment particulière. Il y a des moments où on les trouve merveilleux tous les deux, il y a d'autres moments où on se dit mais c'est chelou ce couple. Il est bizarre, il y a un truc qui cloche mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. La fin m'a plutôt bluffée, même si j'avoue que j'étais peut-être un petit peu moins dedans sur la fin. J'avais envie de connaître le fin mot de l'histoire, mais voilà. J'ai quand même été assez bluffée, je l'avais pas du tout vu venir et je pense que quiconque lira ce livre sera du même avis que moi. On peut pas forcément voir venir la fin. Je trouve que c'est amené d'une manière où en fait on ne peut pas deviner vraiment ce qu'il en est. Malgré tout, il y a des petits trucs où j'aurais aimé peut-être un peu plus approfondir l'histoire. Globalement, j'ai trouvé que c'était une très bonne histoire, très psychologique, etc. La question, bah déjà, on a la question qui se pose et qui pour moi est une des questions principales, c'est aussi la question est-ce que c'est bien de faire revenir comme ça quelqu'un qui est mort, entre guillemets, hein, le faire revenir. Est-ce que, éthiquement parlant, c'est top? Moi j'ai mon avis sur la question, je ne sais pas lequel est le vôtre, mais voilà, pour moi je trouve qu'il y a quand même une question éthique qui se pose, une question morale, et puis également il y a un peu cette façon, ce côté un petit peu tu es ma chose, je t'ai construite, et du coup qui est très particulière. Et la notion de la femme parfaite, elle est vraiment très présente par rapport à ça, à ce sentiment de je t'ai créé, tu es ma chose, je t'ai créé à l'image à mon image et voilà. Accessoirement, il est question aussi d'autisme puisque ils ont un petit garçon, lui dont j'ai oublié le nom et Abby, et il s'avère que ce petit garçon malheureusement il souffre d'autisme et du coup il y a aussi cette notion là qui est très intéressante et qui est très très bien amenée et ça a été l'occasion pour moi de découvrir que du coup J.P. Delaunay il a un fils qui est autiste donc forcément ce sont des parallèles qui sont vraiment faits avec la vie de l'auteur et j'ai trouvé que c'était très touchant ces passages là. La question de la parentalité est très très présente dans le récit et j'ai vraiment aimé
la Abby maternelle qu'on découvrait, que ce soit par le biais de souvenirs de la véritable Abby ou par le biais de cette espèce de robot intelligence artificielle. Globalement, c'était une bonne lecture, mais il y a plein de petites choses en fait qui font que j'ai quand même eu du mal à vraiment rentrer dedans. Je pense que déjà le fait que le personnage soit pas vraiment humain, on s'attache sans s'attacher, c'est assez particulier, on a une espèce de détachement qui se crée par rapport à ce personnage. La narration aussi est très particulière, c'est une narration en tu, ce qui est très bizarre. J'avais jamais encore lu de roman dans ce genre-là, même si je connaissais le style et voilà, c'est quelque chose que j'avais jamais lu. Mais ma foi, c'était pas désagréable non plus et je trouve que c'est assez cohérent et ça permet vraiment cette espèce de détachement et en même temps attachement à ce personnage. Bref, c'est un récit que j'ai trouvé vachement intéressant, mais voilà, je l'ai aimé sans plus quoi, dans l'idée. Voilà. Mais j'ai passé un très bon moment de lecture et surtout j'ai été bluffée par la fin, j'ai trouvé qu'il y avait plein de petits détails psychologiques qui étaient vachement intéressants. Je trouve que JP Delaney a une très bonne manière de travailler la psychologie de ses personnages et c'est plutôt intéressant. Après ça, j'avais besoin d'un petit peu de douceur, mais je sais pas si je choisis le bon livre du coup, puisque j'ai lu La vie en vrai d'Emma Green aux éditions Addictive. C'est le dernier roman des deux autrices qui est sorti. J'avais très hâte de le découvrir et quand j'ai su qu'il l'avait dans ma bibliothèque, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Dans ce récit, on va suivre Louve. Louve qui est la fille de Léonore et Wolf, donc on découvre dans le récit PS Oublie-moi, et la nièce du coup de Willa, que elle on va découvrir dans Bien plus forte que toi. On peut donc considérer que c'est plus ou moins une trilogie, disons que c'est une saga avec des tomes compagnons. Je suis très contente d'avoir lu les deux autres avant de lire celui-ci, mais je pense que j'aurais aimé tout pareil ce récit sans ça. Là, c'est vrai que le petit côté, on retrouve des personnages qu'on connaît déjà et qu'on aime bien, et on les voit en plus en tant que parents, ce qui n'était pas à l'époque. Parents d'une ado en plus, c'est quand même, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Louve donc à 17 ans, elle vient d'arriver dans un nouveau lycée, et depuis qu'elle est dans ce lycée, elle se fait harceler au point d'avoir des pensées suicidaire et de pourquoi pas même passer à l'acte quoi, j'ai envie de vous dire. Voilà. Elle se fait harceler et parmi ces harceleurs il y a Lazare qui lui a décidé que cette année il avait envie d'être peinard, pépouze, mais ça l'a pas empêché de se rapprocher du groupe des Riles. Voilà, et ces fameux petits connards sont ceux qui harcèlent principalement Louve. Seulement voilà, ils vont tous les deux un petit peu se rapprocher, presque malgré eux, le jour où Louve va décider de montrer les crocs et de ne pas se laisser faire. Voilà, un petit peu. Et ben écoutez, j'ai adoré. Voilà, j'ai trouvé que c'était un super bon récit. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur pour un Emma Green, c'est le cas avec celui-ci. Je trouve que la question du harcèlement, elle est très importante et c'est super important d'en parler. Il y a des passages qui étaient vraiment pas faciles. Enfin, moi, elle m'a vraiment brisé le cœur, Louve. Surtout qu'elle est vraiment prise pour cible complètement gratuitement parce que bah, c'est la nouvelle, donc vas-y, on s'attaque à elle. Et j'ai trouvé que c'était assez aberrant dans le genre, ce système. Et en même temps, c'est quelque chose de très vrai. J'ai aussi beaucoup aimé le rapport aux réseaux sociaux, la manière dont c'était dépeint. Je trouve que c'est très intelligent et que c'est très vrai surtout. Si c'est intelligent, c'est parce que c'est vrai. J'ai vraiment trouvé que les protagonistes étaient très touchants. J'ai aimé la manière dont Louve et Lazare vont se trouver petit à petit, vont se parler, vont se découvrir l'un l'autre et petit à petit tomber amoureux. C'est de la romance, on le sait, c'est pas du spoil, vous y attendez très bien. Voilà, j'ai trouvé que c'était intelligemment mené parce qu'au début, j'avoue que j'avais un peu de mal avec le fait de me dire si c'est son harceleur et qu'elle tombe amoureuse de son harceleur, j'ai vraiment du mal avec le délire. Mais encore une fois, c'est très bien mené parce que Emma Green ont le don pour mener très bien des histoires. On y croit carrément à cette femme cette jeune fille qui va tomber amoureuse de ce mec qui est quand même pas le plus cool du monde, mais qui en même temps va se révéler vraiment quelqu'un de bien derrière tout ça. On se rend compte qu'il s'est un peu laissé entraîner par le truc pour ne pas subir. Pour ne pas subir, voilà, il s'est un petit peu laissé entraîner dans le délire, et voilà, c'est un roman que j'ai vraiment adoré, j'ai eu un gros coup de cœur pour lui. Ça faisait au moins un an que j'avais pas eu un coup de cœur pour un Emma Green, et le dernier que j'avais lu, j'avais bien aimé, mais sans plus. Et là, pour le coup, celui-ci, il remet la barre très haut, et je suis très contente de l'avoir lu, de l'avoir découvert, et de m'être laissé plonger dans l'histoire de Louve et Lazare. D'autant plus qu'encore une fois, je suis très contente d'avoir revu Willa, d'avoir revu Wolf et Léonore, et de les découvrir d'ailleurs en tant que parents. C'est très particulier, j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on les descende de leur piédestal. J'avais très peur que ce soit genre les parents parfaits sous prétexte que c'est des personnages qu'on a déjà suivis. Pas du tout. Pas du tout, ils font des boulettes eux aussi. On a une Léonore qui est complètement dépassée dans son rôle de mère parce que malheureusement ils ont une deuxième petite fille qui a des gros soucis de santé et du coup c'est un petit peu devenu la priorité et du coup elle voit pas à quel point Louve va mal. J'ai aimé ça, j'ai aimé le fait que ce soit des parents qui soient capables de faire de la merde
Et du coup j'ai aimé aussi le fait qu'on retrouve vraiment ces personnages tels qu'ils sont réellement, avec leurs qualités et leurs défauts, et que ce soit retranscrit là par le biais de leur fille, avec qui la relation n'est pas toute rose non plus. En tout cas c'est un roman qui est très touchant, j'ai versé ma larme mouillette plus d'une fois, et j'ai aussi ri, j'ai vécu avec eux, et je trouve que la vie en vrai, et ben ça résume très très bien le roman en lui-même. Après ça j'avais vraiment besoin de douceur, du coup je suis partie sur Noël est plus doux dans tes bras, qui est donc la suite de Love is in the Snow. Enfin, le tome compagnon, pareil, on peut le lire sans avoir lu Love is in the Snow, même si franchement, autant lire les deux. En plus, Love is in the Snow, il est également sorti en poche, peut-être pour être plus assorti à celui-ci. En tout cas, donc ce roman est le roman d'Alfreda Enoui, il est publié chez HarperCollins Poche et il est sorti cette année. Je sais plus si c'est pour... Si, je crois que je l'avais dit pour Love is in the Snow quand je vous l'ai présenté, que j'espérais qu'il y ait une suite parce que j'avais très envie de découvrir l'histoire de Millie et de Hugo. Bah du coup, c'est chose faite. Donc c'est sorti cette année si je ne dis pas de bêtises, et je suis super contente d'avoir eu l'occasion de découvrir un peu plus Millie, un peu plus Hugo. Hugo c'est le meilleur ami du coup de Sawyer qu'on a suivi dans le tome 1, et Millie est sa sœur. Voilà. Elle est amoureuse depuis à peu près toujours d'Hugo, enfin depuis qu'elle le connaît, elle a un petit crush sur lui, et plus le temps passe et plus ce crush il est important. Mine de rien, un malheur va les rapprocher puisque le foyer pour enfants va brûler malheureusement, et ils vont tous les deux travailler de concert pour essayer de faire en sorte que le Noël de ces enfants ne soit pas complètement ruiné, qu'ils aient à nouveau un toit sur la tête et qu'on puisse même leur faire des cadeaux. Bref, ils vont donner un petit peu de leur personne, et ils vont donner de leur personne en passant un petit peu de temps ensemble aussi, ce qui semble les ravir tous les deux puisque Hugo depuis quelques temps il crush pas mal aussi sur Millie, hein, voilà. Mais voilà, c'est la sœur de son meilleur ami, de son côté elle c'est un peu pareil, c'est le meilleur ami de son frère, donc elle est persuadée qu'elle lui plaira pas, lui il a du mal à sauter le pas alors que franchement il l'aime beaucoup quoi. Donc voilà un petit peu cette petite histoire sur fond évidemment de Noël, donc on adore. C'est vraiment une romance de Noël que j'ai adorée, elle est vraiment toute douce. Vous savez dans les romances on a toujours ce moment où tout va bien, il y a un événement dramatique et puis tout va, puis après on va vers la résolution. Généralement une romance c'est construit comme ça, on a les personnages qui se rencontrent ou qui vont petit à petit tomber amoureux, enfin bref voilà. Après on a le summum où tout se passe super bien et là bam, événement dramatique, tchouk, on redescend, et après on remonte un petit peu sur la fin quand les personnages se disent les choses telles quelles, parlent, tout ça, communication c'est la clé, on est tous d'accord. Du coup j'avais très peur du moment où ça allait craquer, parce que je me disais mais je vois pas comment c'est possible. Et l'auteur je trouve a très bien répondu à cette problématique, puisque je n'en dirai pas trop, mais en tout cas cette romance je la trouve vraiment doudou. C'est vraiment que ça, c'est juste deux personnages qui ont des sentiments l'un pour l'autre, qui petit à petit vont passer beaucoup de temps ensemble. C'est un roman qui fait du bien, c'est une belle histoire, avec beaucoup de douceur. Je pense que c'est un petit bonbon ce roman, je l'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la couverture aussi avec le petit casse-noisette, le petit pain d'épices, les petits jouets en fait de Noël. Ça m'a fait beaucoup plaisir de retrouver Sawyer et Juliette, que j'avais vraiment adoré dans Love is in the Snow, et de redécouvrir un petit peu cette dynamique familiale, etc. L'histoire aussi autour du foyer pour enfants, je l'ai trouvé très sympa, j'ai vraiment adoré les voir travailler ensemble pour organiser des événements, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça fait très film de Noël, mais c'est complètement ce qu'on aime. Voilà, j'ai aussi beaucoup aimé retrouver l'endroit où vivent les protagonistes, parce que c'est vrai que c'était une atmosphère qui fait voyager, qui donne envie, on a envie de passer Noël là-bas. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les deux petits épilogues. Enfin non, l'épilogue... Oui, c'est ça, c'est un épilogue qui est en deux parties. On a... Non. Non, il est pas en deux parties, je dis des conneries. Ah, si, il est en deux parties. On a un an plus tard et encore un an après. Je suis en train de me dire, bah merde, alors quel livre j'ai lu où il y avait ça? Donc ouais, on a un épilogue en deux parties, enfin, entre guillemets en deux parties. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé ça, j'ai trouvé ça très mignon. Et encore une fois, très romantique, et je trouve que la boucle est bouclée et que c'est très sympa. Bref, c'est vraiment une duologie que je vous conseille si vous aimez les romances de Noël. Voilà, Love is in the Snow est très bien, j'ai adoré. Et Noël est plus doux dans tes bras également. Si je devais en choisir un, honnêtement, je ne sais même pas lequel je choisirais, parce que j'ai adoré, je pense, de la même manière les deux. C'est des romances qui sont très belles, très douces, très tendres, un petit peu sexy aussi, et on adore. Voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que elle vous aura plu. J'espère également vous avoir donné envie de découvrir ces livres, parce que globalement c'était 3 très bonnes lectures. Voilà, avec des genres un petit peu différents. Voilà, si je devais retenir un seul roman, je pense quand même que ce serait celui-ci, parce que je trouve qu'il est très important par rapport à cette notion de harcèlement et la manière dont c'est abordé. Je trouve ça très bien, et je trouve que c'est super important. On n'en parle pas assez, mais
Voilà, il existe des numéros, il existe des gens à qui vous pouvez parler si vous êtes victime de harcèlement. Ne restez pas dans le silence, le silence tue. Voilà, même si vous êtes témoin de choses du genre, il faut en parler. C'est super important, on se rend pas assez compte et je pense que on ouvre la parole là-dessus mais on n'en parle pas assez. Moi personnellement j'ai été victime de harcèlement, je pense que ça aurait pu aller beaucoup plus loin si j'avais été plus vieille et que j'aurais pu avoir des pensées du genre. J'ai eu entre guillemets la chance que ça m'arrive quand j'étais en primaire, donc en primaire c'est con à dire mais je pense qu'on pense un petit peu moins facilement à la mort que quand on est adolescent, où c'est une période où les hormones aidant, c'est quand même vraiment pas facile, mais bref, il n'y a pas d'âge de toute façon pour avoir des pensées noires et il n'y a pas d'âge pour souffrir du harcèlement, donc ne laissez personne subir ça, même si vous n'aimez pas la personne, que vous n'avez pas d'affinité avec ou que vous avez peur des harceleurs de cette personne, dites-le à quelqu'un de compétent, faites quelque chose, ne restez pas comme ça en silence. Et pareil, si vous êtes victime de harcèlement, n'hésitez pas à en parler. Je sais que ça fait peur, mais le pire qui puisse arriver, c'est que vous vous fassiez du mal ou qu'on finisse par vous faire du mal, parce que ça peut aussi être très grave, le harcèlement, et ça peut devenir physique. Voilà, et ça peut... ça tue le harcèlement, voilà. Il n'y a pas d'autre chose à en dire, donc il faut faire quelque chose et il n'y a pas de petits gestes. Voilà. C'était la minute philosophique d'Anaïs. Et avertissement aussi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!